bonsoir, bonsoir Aurore. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour ce tout premier live de la rentrée, donc qui est notre live veto numéro 14, dans lequel nous allons parler de la nutrition du cheval de sport avec notre vétérinaire Cyril, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Donc, on va rappeler un petit peu les grands classiques, donc quels sont les aliments et compléments adaptés pour un cheval de sport, comment bien préparer mon cheval et couvrir l'intégralité de ses besoins. On va aussi parler de la masse musculaire, comment l'aider à développer sa masse musculaire et à la protéger. On va parler des articulations. Évoquer aussi s'il y a des choses auxquelles faire particulièrement attention en fonction de la discipline. Et puis, on va parler des moments, de certains moments clés et cas un petit peu particuliers à gérer, comme la gestion du transport, la phase de préparation avant la compétition, la phase de compétition, la récupération après l'effort. Et puis, voilà, on parlera aussi du jeune cheval futur athlète et puis du cas éventuellement du cheval qui est arrêté temporairement pour une certaine raison, donc comment gérer son alimentation. Voilà, donc on va pas tarder, enfin on va accueillir Cyril en fait dès maintenant. Donc sur Facebook et Instagram, n'hésitez surtout pas, on va répondre aux quelques questions que vous nous avez posées avant le direct, et puis à nous en poser aussi en direct, on y répondra avec Cyril. Hop, tu m'entends Cyril? Salut Florie. Bienvenue Cyril. Ouais, merci. Alors je sais pas si par quoi est-ce que tu veux commencer? Est-ce qu'il y a quelques grands principes à rappeler, les nutriments auxquels faire particulièrement attention, ou qu'est-ce que tu as envie de nous dire là pour commencer sur la nutrition du cheval de sport? Eh bien, en fait, le cheval de sport, c'est un vaste, finalement, une catégorie assez vaste, assez large. Globalement, on va parler des chevaux qui pratiquent les sports équestres. Donc, les questions peuvent aller du cheval de CSO au cheval d'endurance, en passant par l'attelage ou le complet. Il n'y a aucun problème. Après, voilà, on a affaire à des chevaux de selle. Globalement, on peut rappeler en introduction que quelle que soit la discipline, la base, hein, comme d'habitude, ça reste le fourrage. Ça reste le foin, éventuellement l'herbe pour les chevaux qui vont au paddock. Jamais assez. Voilà, l'eau, comme d'habitude, on fait attention. La qualité de l'eau, le débit. Voilà, faire en sorte que les chevaux boivent bien, puisque la prise d'eau est directement liée à la prise de fourrage et inversement. Voilà, et puis après… le sel aussi a son importance, j'imagine, dans tout ça. Oui, effectivement, le sel, on a souvent pour habitude de conseiller une pierre de sel en plus à disposition dans le box ou dans le paddock. Hein. Ça, c'est important, le cheval étant capable de se réguler sur la prise de sodium, en théorie. Hein. Parce qu'il peut arriver quelquefois qu'effectivement, on ait quelques chevaux qui aient un comportement un peu déviant vis-à-vis du sel et puis puissent en manger un peu plus que nécessaire. Okay. Voilà pour ça. Et puis après, bien concernant les différentes disciplines, ce qui va être important finalement, ça va être de quantifier d'une part la dépense énergétique. Alors ça, c'est également un vaste sujet qui est passionnant, mais qui est compliqué à approcher en pratique. Ouais, je me permets de te couper. On a souvent d'ailleurs la question de comment juger de l'intensité de travail de son cheval, en fait, tout simplement à partir de quand le cheval travaille de manière plus intensément ou de manière modérée, et à partir de là, comment évaluer ses besoins. Alors, d'un point de vue général, moi, en général, ce que je me dis pour les chevaux de sport, quand un cheval travaille, en général, on est sur des séances de 30 minutes à 1 heure. Alors, excepté pour les chevaux d'endurance, pour lesquels on peut avoir des séances beaucoup plus longues. C'est assez particulier, l'endurance. Bon, voilà. Les chevaux qui travaillent, on va dire, de manière légère, sont plutôt des chevaux qui vont faire cette séance au pas avec un petit peu de petit trot. Ceux qui vont travailler modérément, bon, c'est essentiellement au trot, en moyenne, hein, je parle, sur du plat, au trot avec des phases de galop. Et puis après, en travail soutenu, là, on est soit sur des phases de compétition, soit sur des séances à la maison, mais sur plat ou obstacle, hein, quand on a affaire à des chevaux de CSO de complet. Et là, pour le coup, plutôt sur une allure qui va principalement être le galop. Voilà, donc ça permet d'avoir on va dire, des ordres de grandeur. Après, il est clair qu'on va devoir affiner ces besoins énergétiques. Alors moi, en pratique, je procède de cette manière, je questionne le propriétaire, on évalue, on connaît les écuries en général, et puis après, ce que je vais faire, je vais regarder la ration que le cheval reçoit et mange au quotidien en fonction de la charge de travail supposée, et puis je vois si cette ration est en adéquation, par exemple avec des besoins énergétiques, notamment, mais pas que, des besoins énergétiques. Pour un cheval qui est censé travailler modérément, je m'assure que la ration qu'il reçoit
correspond bien à une ration de travail modérée, sachant qu'on a toujours un petit biais, à savoir le fourrage, puisque c'est assez difficile de quantifier la quantité de fourrage ingéré, sachant que, je vous le rappelle, 2 kg d'un bon foin, ça correspond à 1 kg d'orge en énergie. Donc voilà, donc ça c'est le petit biais auquel on doit faire face en pratique. Voilà. Et idéalement, on est d'accord, le foin c'est à volonté, et sinon pour un cheval de 500 kg à peu près, il faut compter 8 à 10 kg par jour minimum, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, souvent, on dit 8 à 10 kg distribués pour, en tout cas, moi j'aime bien dire 10 kg distribués pour un cheval de sport qui fait 500-550 kg, avec l'objectif qu'il ingère 8 kg à peu près par jour. Donc ça, c'est très bien. Voilà, et ça permet d'avoir une bonne base. Et donc là, on part souvent de ce postulat des 8 kg. Alors, quand les gens nous disent, souvent les gens nous disent, bon, le cheval a du foin à volonté. Ça, j'ai cette réponse-là dans 90% des cas. Sauf qu'en réalité, il y a des gens qui disent vrai et d'autres pas vraiment. Donc c'est important d'essayer d'approcher au mieux la quantité de foin distribuée. Et puis une fois qu'on a approché cette quantité de foin, on met finalement à côté, en complément, une ration qui va couvrir les besoins énergétiques complémentaires, les apports en protéines, oligo-éléments, vitamines, etc. Et puis après, on voit ce qui se passe, idéalement au niveau de l'état du cheval. Et puis de l'évolution de son travail, bien sûr. Et puis, idéalement, si on peut, on suit son poids. Et en fonction de ça, et bien après, derrière, on va ajuster en fonction de l'évolution de la charge de travail, des phases de compétition, etc. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut présenter une ration type ou est-ce que tu peux aussi nous dire éventuellement si on veut par exemple vérifier certains apports, est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles il faut faire particulièrement attention, comme les protéines, je pense aux apports en sélénium, en vitamines, ce genre de choses? Oui, alors après, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails parce que j'ai peur de fatiguer les gens avec mes chiffres. Mais en tout cas, globalement, nous, sur les chevaux de sport, on va plutôt être sur aliment adulte ou adulte énergie. L'adulte ne contenant pas d'avoine, il peut être privilégié pour les chevaux soit un petit peu chauds, soit un petit peu nerveux. Il est un peu moins riche en protéines. Donc ça, on va finalement choisir notre aliment. Alors, en fonction de la catégorie, effectivement, en fonction du tempérament du cheval, pourquoi pas, de son état aussi. Et puis, on va regarder aussi surtout ce que le foin contient. Donc, sur un foin normal, on part surtout sur adulte ou adulte énergie, sur des rations moyennes de 3 kg à peu près, 2 à 3 kg, sur des chevaux qui travaillent modérément. On peut aller à 4 kg pour les chevaux qui travaillent de manière soutenue ou les chevaux qui font plus de 500 kg. Après, honnêtement, c'est là où, quand on a un cheval de 500 kg qui travaille de manière légère, qui reçoit 4 kilos, là, clairement, moi, je me pose la question de savoir si le cheval reçoit suffisamment de foin. D'accord. Puisque ce n'est pas normal qu'un cheval qui travaille de manière légère ait besoin de 4 kilos d'aliments par jour. Il n'y a aucune raison à cela, à moins qu'il ait perdu 50 kilos et qu'il avait besoin de les reprendre. Mais sur un cheval qui est en état correct, il n'y a aucune raison. Donc voilà pour ça. Et puis après, au cas par cas, si on a un cheval qui a besoin de gagner en musculature, de se couvrir au niveau de ses côtes, de reprendre de l'état, après on peut rajouter de la matière grasse, on peut rajouter des protéines aussi, augmenter les apports en protéines. Et voilà pour l'énergie et les protéines globalement. J'allais te demander un petit peu justement les cas particuliers. Entre-temps, on a reçu une question sur Instagram. Comment compenser au mieux une pauvre qualité de foin? Le nôtre est bien fait, mais les sols sont pauvres et le foin donc pauvre en nutriments. Eh bien alors alors si le foin est pauvre, alors ça dépend ce qu'on entend pauvre, si c'est en énergie ou en protéines, ou les deux. Souvent, ça peut être les deux. Dans ce cas, on va rehausser les apports en protéines de l'aliment, de la ration concentrée. Et puis, on va faire de même avec l'énergie. Donc concrètement, nous, à la place de mettre 100% d'adultes, on va proposer une ration qui va se composer de 50% d'adultes et 50% de breeding, par exemple, qui contient plus de protéines. Et puis, on peut ajouter de la matière grasse pour compenser le défaut d'apport en énergie de ce foin. D'accord, ok, ça marche. Et puis après, encore une fois, si jamais il y a des résultats d'analyse, sachant que nous aussi on peut analyser le foin, ça permet, on peut les recevoir et ça te permet d'adapter au mieux la ration en fonction du fourrage. On a aussi une question là sur Instagram qui demande comment est-ce qu'on peut calculer le poids du cheval sans avoir de balance à la maison. J'imagine avec un ruban, je te laisse dire si tu on a exactement les rubans, mais alors moi c'est vrai que je le pratique peu, c'est fiable à plus ou moins, je sais plus, 50 kilos, choses comme ça, enfin j'exagère, mais on peut essayer de le faire comme ça, effectivement, mais l'idéal ça reste la pesée,
Ça reste à peser. Alors, à défaut de le faire tous les mois, c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir, si par exemple on emmène son cheval chez le vétérinaire, si le vétérinaire a une balance, d'en profiter pour demander à peser son cheval. Voilà, après on connaît tous les rubans. Moi personnellement, c'est vrai que je le fais pas forcément, mais ça peut. On peut ne serait-ce que le faire en centimètres pour voir si le cheval perd de l'état ou pas au niveau du passage de sangle. Voilà. Ok. Et sinon, aussi on peut, je pense que ce qui est important, c'est d'estimer, de donner une note d'état corporel et de savoir estimer un petit peu l'état corporel de son cheval. Oui. Ouais, on avait fait une petite infographie là-dessus. Est-ce que tu veux rappeler sur quoi il faut s'attarder? Ouais, rapidement. Après, moi, je regarde, si on veut faire simple, l'état corporel, on note sur une échelle de 5. On vise globalement 3 sur 5, donc c'est-à-dire des côtes, si on prend les côtes par exemple, des côtes qui ne sont pas visibles, qui sont palpables, donc on sent en les palpant, alors qu'ils ne sont pas difficilement palpables, mais correctement, enfin voilà, normalement palpables. Ouais. Et puis après, on va regarder l'encolure avec, on peut avoir un chignon, mais pas trop prononcé, c'est-à-dire est-ce que tu appelles un chignon du coup? Ouais. C'est ça, au niveau de l'insertion, au-dessus de l'encolure, on est d'accord. Au-dessus de l'encolure, exactement. Au niveau de la tache de queue, le coussinet graisseux qui est juste au niveau de la tache de queue, qui doit être évalué. Et puis après, on va regarder derrière l'épaule. On peut avoir une zone qui peut effectivement se charger en masse adipeuse juste derrière l'épaule. Voilà, mais globalement, moi je me fie beaucoup aux côtes, queue, encolure. Oui. Je regarde aussi la ligne du dos, parce que la ligne du dos, il y a deux choses. Il y a la masse graisseuse. On a également ça traduit également l'état de la musculature, tout comme la sangle abdominale. Donc c'est ce qui, de temps en temps, nous amène à travailler alors sur les apports énergétiques, mais également sur les apports en protéines, pour justement améliorer finalement la prise de muscle au niveau du dos, au niveau aussi, pourquoi pas, de l'épaule et de l'arrière-main. Mais le dos chez le cheval de sport, moi je trouve ça important, surtout sur les chevaux qui passent le cap des 10 ans, 10-15 ans, mais même avant, c'est important de bien faire la différence entre la couverture graisseuse, notamment sur les côtes, et puis l'état de musculature au niveau du dos. Et quelquefois, on peut être amené à maintenir une ration, par exemple, un cheval qui est bien couvert sur les côtes, on ne va pas apporter davantage d'énergie, voire même on peut réduire un petit peu les apports énergétiques. Ouais. Et par contre, on peut dans le même temps être amené à augmenter les apports en protéines pour justement améliorer la prise de muscle au niveau du dos notamment, mais pas que. Et ça, moi, j'aime bien différencier. Alors, il y a le côté quantitatif, vraiment le poids, le fait qu'un cheval pèse X kilos de plus ou de moins d'un mois à l'autre. Mais il y a aussi le côté développement, et notamment musculaire, qui est important à apprécier chez le cheval de sport. Ok, je me permets de te couper, tant qu'on parle des muscles et des protéines, ce qui est super important, c'est pas uniquement de regarder, par exemple, le taux de protéines d'un aliment ou d'un complément, mais il me semble que la qualité de la protéine est super importante et que toutes les protéines ne se valent pas. Est-ce que tu veux donner un peu de détails là-dessus? Oui, après juste, oui, effectivement, aller sur des protéines, choisir des protéines de qualité. Alors c'est vrai que nous, on fait attention à ça. Globalement, la protéine de soja, même si... après, on peut avoir des arguments contre d'un point de vue environnemental, etc. Encore que nous, on utilise du soja français. Mais la protéine de soja, sans OGM aussi, je me permets. Oui, voilà, par définition, mais oui. Ouais. Mais on cherche des protéines de qualité, donc ça peut être de la protéine de soja, la protéine de pomme de terre, de la protéine de lait éventuellement. La protéine de pois peut aussi être intéressante. Bon, voilà, il est important de choisir des protéines de ce type-là plutôt que des protéines issues des céréales, protéines de sang de blé. Parce que le sang de blé, c'est 15% de protéines. Donc ça, on va éviter. La luzerne, c'est moyen. C'est pas cata, mais c'est, on va dire, une protéine moyenne qui est proche de la protéine de l'herbe. Okay. Si on veut améliorer les apports protéiques, moi, je ne veux pas forcément choisir dans un concentré d'apporter une protéine de luzerne. Par contre, dans un fourrage, ça peut être intéressant. Tout à l'heure, la personne qui expliquait que son foin était plutôt pauvre, eh bien, quelquefois, on peut être amené à corriger un foin pauvre en protéines en apportant, par exemple, 2 kg de luzerne en plus, 1 à 2 kg de luzerne en plus. Si le rapport phosphocalcique nous le permet sur le papier, si on veut faire les choses bien, eh bien, ça peut être intéressant sur la partie fourrage. Par contre, sur la partie concentrée, moi, on va plutôt aller sur des tourteaux de soja, tout simplement, pas issus de forêt amazonienne, etc. Ça, c'est clair. Mais français. Voilà, c'est mieux. Et puis oui, après, il y a d'autres sources, mais globalement, qualité protéines, des protéines, c'est vraiment très, très important. C'est pas le tout de mettre un tourteau de pourcentage qui apparaît sur l'étiquette, quoi, en gros. Un 16 de protéines, un aliment qui fait 16 de protéines pour les vaches, ça ne veut rien dire, quoi. Si ce n'est qu'il y a 16 de protéines, mais sachant que la protéine... la protéine.
Voilà, à la base, c'est calculé à partir de la teneur en azote de l'aliment. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'azote, ça peut être de l'urine, hein, ça peut être de l'urée, ça peut être plein de choses. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la qualité, donc c'est plutôt des protéines riches en lysine notamment, etc. Ok. On va rester sur le même sujet. On a une question de François sur Facebook qui a un cheval de 9 ans qui reprend le travail après une pause de 2 mois et qui demande quel complément alimentaire il peut lui apporter pour l'aider à reprendre de la masse musculaire. Eh bien, la reprise du travail, après, ça dépend de l'état dans lequel se trouve le cheval au moment de la reprise, mais c'est sûr qu'il faut être vigilant sur les apports énergétiques, puisque si par exemple le cheval est très bien avec du foin aujourd'hui, il est possible que ça ne lui suffise plus dans 15 jours, 3 semaines, ou voire dans un mois. Donc là, il faut bien suivre l'évolution de son état. On peut apporter un petit complément en énergie, en aliment, si on veut, en se disant que le cheval va travailler vraiment davantage dans les mois à venir. Donc on peut commencer finalement cette transition alimentaire en ajoutant à hauteur de même pas 1 litre par jour au départ ou 1 litre par jour. Ça va dépendre de la mise au travail en fait, mais il est clair que de toute façon, l'introduction, on démarre tranquillement sur une dizaine de jours, et puis après, en général, on ne va pas augmenter la charge de travail de manière brutale sur le premier mois. Donc après, on y va gentiment en fonction de la charge de travail, sachant qu'un cheval qui travaille de manière légère, on va plutôt viser 2 litres par jour, et je parle sur nos aliments, hein, c'est-à-dire 1,4 kg pour les aliments granulés, et puis plutôt un cheval qui travaille normalement, plutôt 3 kg par jour, donc 4 litres. Voilà. Et donc on vise un peu, on se dit, bon voilà, mon cheval, je vais le travailler de manière légère au départ, donc on va plutôt partir sur 2 litres. Sauf s'il est en surpoids, bien sûr. Là, on va pas forcer la ration concentrée dès le départ. On va le laisser un petit peu reprendre son poids de forme, entre guillemets, tout en contrôlant finalement cette perte de poids. Et puis, il ne faut pas oublier les oligo-éléments, les vitamines. Donc, ça peut être de l'oligovite en plus du foin au départ. Et puis, c'est simplement un complément qui permet d'apporter des oligo-éléments et vitamines, mais pas d'énergie, rien d'autre. C'est ça. Et puis, sur la protéine, sur sa question pour la musculature, eh bien, contribuer à muscler le cheval en le travaillant, et puis il faut effectivement l'accompagner. Donc si le cheval n'a pas finalement besoin d'énergie en plus du foin, on va regarder la teneur également en protéines du foin, et puis on peut apporter du myostimule par exemple chez nous qui contient des protéines. On peut apporter du céréal free. Moi j'aime bien le céréal free quand on n'a pas besoin d'apporter justement d'énergie en plus du fourrage sous forme de céréales. C'est intéressant puisqu'il fait 20% de protéines. Et puis après, donc ça, c'est un granulé sans céréales. C'est un aliment qu'on appelle, je crois, correcteur de foin. Donc c'est comme un aliment granulé, mais dans lequel il n'y a pas de céréales. C'est cela. Et puis si le cheval, par contre, est tout juste en état au moment de la reprise, bon, là, on part directement, on ne s'embête pas, on part directement sur une ration concentrée normale. Hein. On ne va pas aller à tout prix chercher des suppléments. Donc on apporte de l'adulte, une base adulte, par exemple, c'est intéressant, 2 à 4 litres en fonction de l'état du cheval et de la charge de travail visée. D'accord. On a une autre question sur Instagram qui demande quelle quantité de protéines et de matières grasses et autres tu recommandes par jour pour un cheval de sport. Pour les protéines, souvent on est sur une base, alors c'est pareil, en considérant un foin qui fait à peu près 8% de protéines. Alors entre 8 et 10% de protéines, si on prend une fourchette pour un foin de prairie, on part sur des aliments concentrés qui font environ 12% de protéines sur une base, comme vous le disiez, donc plutôt tourteau de soja en ce qui nous concerne, avec une base luzerne donc en plus. Hein. Voilà. Et donc là, après, la protéine, on ne peut pas faire de généralité. Ça, c'est vraiment le cas classique. Et après, si on a un cheval qui a besoin, lui, vraiment de reprendre, par exemple, du muscle au niveau du dos, on peut aller sur une ration concentrée qui fait 14 ou 16 de protéines, toujours sur des protéines de qualité. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le cheval, au quotidien, reçoive une ration et des apports protéiques qui couvrent ses besoins, tout simplement. Après, l'huile, on vise en général entre 150 et 250 ml par jour. On ajoute en huile, par-dessus en top feeding, exactement. Après, dans une ration concentrée, le pourcentage de matière grasse va aller de 3% pour une ration, on va dire, tout à fait standard. On peut monter à 10% sans aucun souci. Après, c'est une question il faut y aller de manière progressive, et puis voilà. Ça, c'est pour, on va dire, la matière grasse. Et les matières grasses vont permettre finalement d'apporter de l'énergie au cheval, et j'imagine qu'en fonction des matières grasses aussi, c'est source d'oméga 3, d'oméga 6. Oui, on choisit même raisonnement.
Ouais, même raisonnement qu'avec les protéines, on choisit des bonnes matières grasses. Donc les bonnes Ouais. matières grasses, nous on va privilégier plutôt les oméga 3, on est bleu blanc cœur, mais en tout cas on privilégie pas forcément que les oméga 3, c'est-à-dire un rapport oméga 3 oméga 6 qui soit satisfaisant, globalement autour de 1. Voilà, donc les sources d'oméga 3, c'est globalement le lin, en végétal. Hein. Le lin Ouais. est intéressant pour ça, donc nous on l'apporte sous forme de graines de lin. Et l'huile de lin le permet aussi via l'oméga oil par exemple. Et les oméga 6, là on a plein de choix possibles. On a globalement toutes les autres huiles, hein, le tournesol, le pépin de raisin, le maïs. Voilà, le colza est un compromis assez correct, même s'il est beaucoup moins riche en oméga 3 que le lin. Voilà, nous on choisit, on est parti sur une association que je trouve très intéressante, lin, maïs, germe de maïs, puisque l'huile de lin apporte les oméga 3, l'huile de maïs les oméga 6, Oméga et en 6, plus ouais. de ça, voilà, et en plus de ça des antioxydants de la famille de la vitamine E, puisqu'on est Ok. sur des huiles qui sont non raffinées, des huiles qu'on peut appeler vierges, comme de l'huile d'olive qu'on achète pour soi. Voilà, donc ça c'est D'accord. important Donc, de aussi qualité, qualité. alimentation humaine. Ok. Oui, voilà, exactement. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Je pense qu'on a à peu près répondu à Bah, cette question. Ouais, dis-moi, vas-y. ouais, non, après, ah oui, pour cette question, oui. Après, c'était plus voilà, concernant les apports en glucides, Ouais, notamment l'histoire des flocons, puisqu'on sait que l'alimentation des chevaux de sport rime souvent avec floconner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous, mm. On c'est une entend demande qu'on souvent. a assez régulièrement ouais, sur les salons ou autres. Voilà, les flocons, on va pas refaire un cours sur les flocons, mais globalement, on apporte de l'amidon qui est prédigéré, donc on a une cuisson de la céréale au préalable, et donc ça permet d'améliorer la digestibilité de la céréale et de l'amidon dans l'intestin grêle, quoi. Ouais. Il faut aussi savoir que comme on le rappelle assez souvent, hein, ça a des effets qui sont pas souhaitables, hein, notamment au niveau de l'estomac, au niveau gastrique. On a potentiellement des fermentations qui vont être plus importantes. Alors ça, c'est bien sûr à mettre, ça va dépendre aussi de la dose qui est apportée, hein, donc il faut bien regarder la dose apportée. Voilà, mais je voulais juste préciser que les flocons de céréales chez cheval de sport, moi personnellement, je n'aime pas trop, tout simplement parce que chez cheval de sport, on est plus souvent confronté à des problèmes de surpoids, voire d'obésité, hein, clairement, pour parler de manière objective, qu'il y a des problèmes de chevaux amaigris, comme on peut avoir dans les chevaux de course, voire de complet. Et Ouais. donc, sachant que les flocons favorisent plutôt la prise de poids, etc., hein, moi, je ne vois pas l'intérêt d'en apporter à des chevaux de sport, sachant que ça peut favoriser différents troubles, que ce soit digestifs ou métaboliques. On peut tout à fait faire sans flocons. La preuve étant qu'avec nos deux aliments adultes et adultes énergie, on y arrive très bien. Voilà, donc, et qui ne contiennent pas de floconnés. Avec par exemple ce qu'on observe chez les chevaux de course. Les chevaux de course, c'est l'inverse. On a en général plus de difficultés à les maintenir en état qu'autre chose. Dans ce cas, là, l'apport de flocons peut être intéressant de manière raisonnée pour éviter d'avoir les Mais problèmes ouais, digestifs, toujours etc. avec modération. Mm. Exactement, mais en respectant les recommandations. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le flocon en petite quantité chez les chevaux de course, là, pourquoi pas, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a dans le training et dans le racing. Mais vraiment, Maintenant, je me permets juste pour être très clair, ouais, vraiment en petite quantité, c'est un aliment granulé dans lequel on ajoute un petit peu de bien flocons sûr, pour augmenter ouais. les apports énergétiques notamment, mais c'est pas un aliment purement floconné. Ça, enfin en tout cas de Oui, notre c'est clair. côté, on ne le recommande pas du tout. On est d'accord. Bah, c'est-à-dire que le côté floconné, pour que l'aspect soit, on va dire, appétant plutôt plus pour soi que pour le cheval, puisque quand les choses sont de qualité, je te parle d'un point de vue sanitaire aussi bien que de qualité, on va dire, nutritionnelle, il n'y a aucune raison que le cheval refuse. Donc pour ce côté appétence, etc., honnêtement, chez les chevaux de sport, on est rarement ennuyé quand même. Alors là, je mets un petit peu à part les chevaux qui ont des soucis avec les glucides, les chevaux qui peuvent avoir des soucis musculaires, des soucis d'ulcères, où là, Ouais, clairement, on oublie les j'allais flocons. venir juste après. Ouais. Parce que Voilà, là, pour faire simple, le fait d'ajouter des flocons va augmenter l'index glycémique de la ration et tout ce qui est ulcère et les myosites et ce genre de choses, les flocons vont avoir tendance à favoriser ce genre de pathologie, c'est ça? oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que oui, effectivement, aussi bien au niveau digestif que métabolique, on peut avoir Ouais. presque plus d'effets néfastes que bénéfiques, sachant qu'encore une fois, je le rappelle, moi, d'un point de vue nutritionnel, les flocons, je les utilise pour finalement faciliter le travail des chevaux qui vont les ingérer. Et D'accord. autrement, non, moi, je vois pas l'intérêt chez le cheval de sport. En tout cas, je préfère faire en sorte d'avoir des chevaux juste bien au niveau finalement état corporel, donc masse graisseuse, et faire le travail sur la protéine, parce que l'autre intérêt finalement un petit peu caché des flocons, hein, ça favorise la prise de gras, hein, clairement, il faut appeler un chat un chat. Le truc, c'est que ça va cacher potentiellement des défauts de musculature,
donc c'est au niveau dorsal ou autre, et c'est un petit peu cache-misère. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des chevaux qui vont être très très couverts sur les côtes, juste bien sur le dos, mais parce que ils sont globalement gras, même si c'est pas toujours vrai, mais bon, sur des chevaux qui ont moins de 10 ans, c'est clair qu'on peut finalement masquer un défaut de musculature, et on le retrouve à l'élevage aussi. Et pour cette raison-là, c'est d'ailleurs souvent ce que les gens nous expliquent, que les chevaux, quand ils passent chez nous, après sans faire de pub outre mesure, mais les chevaux ont tendance à être un peu plus sport, un peu plus, un peu plus athlétique. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de ne pas favoriser la prise de gras, et par contre, de favoriser une bonne prise musculaire. Donc, ce qu'on demande à un athlète, qu'il soit humain ou équin, finalement. Ok, voilà. C'est super clair. Donc, on revient à la qualité de la protéine et puis, attention aux flocons. Et du coup, on parlait des ulcères. On a eu notamment une question. Alors là, c'est une jument de Horseball, mais est-ce que tu peux nous parler des ulcères peut-être de manière un petit peu plus générale, et le cheval de sport sujet aux ulcères, quel aliment tu lui donnes? Alors les ulcères, effectivement, c'est une problématique assez fréquente. Alors après, les ulcères, on ne connaît pas encore tout ce que ça peut entraîner. Alors les causes, on les connaît, hein. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de causes possibles, bien sûr, le stress, le travail, l'intensité du travail, etc. L'environnement, effectivement, l'alimentation va y contribuer, les flocons, les gros repas, etc., etc. Donc ça, c'est important de considérer. Après, bon, l'incidence des ulcères sur la santé, c'est assez perturbant, puisque nous, on a fait des études au centre où on s'est aperçu que des chevaux qui pouvaient avoir des ulcères qui étaient quand même assez marqués, hein, assez sévères, dans le même temps, c'est des chevaux qui prenaient 20 kilos en un mois sans aucun problème, et sur lesquels on était incapable, quand on voyait ces chevaux-là, on était incapable de dire que ces chevaux-là avaient des ulcères, quoi. Donc c'est une problématique aujourd'hui qui n'est pas encore... c'est pas toujours simple. Un cheval qui est moche, effectivement, on peut suspecter les ulcères, avec la réciproque n'est pas toujours vrai. Qu'il n'a aucun problème. Voilà, exactement. Mais donc, le meilleur moyen, c'est la gastroscopie. Et effectivement, une fois que les ulcères sont avérés, donc en plus du traitement médical, ça s'est démontré qu'il faut faire attention et plutôt partir sur une ration qui est pauvre en céréales. Alors, ça ne veut pas dire zéro céréales, hein, puisque on a le cas en pratique, hein, quand on a des chevaux qui évoluent en Grand Prix, qui voyagent beaucoup, qui sont grands, et qui travaillent de manière soutenue, hein, bien sûr. À un moment donné, il faut leur apporter c'est impossible. Exactement, il faut leur apporter de l'énergie, et puis même, je dirais plus loin que ça, puisque si on se dit, bon, ok, on va mettre des matières grasses, tout ce qu'on peut mettre en matières grasses, bon, très bien, il faut que le cheval ingère ces matières grasses, il ne faut pas qu'on génère de problèmes d'appétence. Or, on sait que les matières grasses, au bout d'un moment, peuvent finalement un petit peu dégoûter les chevaux, donc il faut faire, on fait ce qu'on peut en fonction des chevaux, surtout qu'on a souvent affaire à des chevaux sensibles, hein, quand les chevaux ont des ulcères. Voilà. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est l'insuline, l'hormone de la mise en réserve, qui favorise la prise d'état, alors qu'elle soit graisseuse et ou musculaire aussi, hein, eh bien ça reste l'insuline. Et comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'insuline? Eh bien, il faut un minimum de glucides. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut donner des grosses quantités, mais en tout cas, moi en pratique, sur ces chevaux-là, les chevaux qui voyagent beaucoup, qui ont une activité très soutenue, et qui font 600 kg, parfois 650, qui sont en plus étalons et qui peuvent faire la montre, je n'arrive pas à les tenir en état sans avoir un minimum de glucides. Voilà, mais simplement, par rapport à un cheval qui n'a pas de problème particulier et pour lequel on veut prévenir les ulcères, et bien là, le cheval qui a des ulcères, on va diviser par deux la recommandation maximale. Voilà. Sans rentrer dans le détail. Et du coup, un aliment adapté, ce sera un aliment comme l'Adult Specific Energy, dans lequel on fait tout pour limiter l'index glycémique. Il y a plus de matières grasses, il est un peu plus riche en fibres aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, effectivement. Donc après, l'idée, c'est de remplacer les céréales par d'autres sources énergétiques, donc les matières grasses en premier lieu. On a également les fibres solubles, les sources de fibres solubles, donc ça va être... alors éventuellement, nous on a la pulpe de chicorée un petit peu. La graine de lin aussi, hein, on l'oublie un peu trop souvent. La graine de lin apporte des oméga 3, mais également des fibres solubles, qu'on appelle des mucilages, donc peu importe. C'est intéressant pour le transit et également, ça génère des petites fermentations au niveau du gros intestin. Et ces fermentations apportent également de l'énergie. Donc ça, c'est important. Et puis après, on a les fibres classiques, hein, fibres classiques, en tout cas la cellulose. Donc là, par exemple, la luzerne, c'est intéressant. C'est intéressant pour apporter de la cellulose. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est l'aliment. Le foin, c'est d'autant plus important pour un cheval sujet aux ulcères. Est-ce que tu as rapidement des compléments à recommander, je ne sais pas, avant une compétition, où on va peut-être en venir à parler aussi du transport pour les chevaux ulcéreux, mais aussi pour tous les chevaux? Est-ce que... si tu peux nous parler de ça. Pour préparer les phases de compétition, transport, effectivement, alors
On va travailler sur deux axes globalement. Donc la sphère digestive, on peut préparer le transport, la compétition qui est une source de stress pour le cheval et également pour sa flore. Donc là, on peut mettre en place une dizaine de jours minimum avant la date de compétition et de transport. Eh bien, par exemple, une supplémentation en flore, donc en probiotiques, en levure. Donc ça, c'est intéressant, une dosette et demie par jour à peu près, enfin une dosette et demie à 2 dosettes par jour. Voilà, on va travailler sur tout ce qui est en fait musculaire, sphère musculaire, donc sur la récupération, donc la bonne hydratation et de l'organisme, avec bien sûr de l'eau à disposition, un apport en électrolytes si besoin, quand les chevaux travaillent de manière soutenue, donc on le fait de manière ponctuelle le soir de la séance qui a entraîné une sudation plus ou moins importante, on va apporter une dosette d'électrolytes par exemple, ou 75 ml d'électrolytes liquides. Pour un long transport aussi, ça peut être intéressant d'ajouter des électrolytes. Ça peut être intéressant, mais alors on va pas le faire juste avant le transport. Ça peut être intéressant, quand le cheval descend le soir, si on le met dans la ration, ou alors on peut le mettre dans l'eau. Faut pas forcer le cheval à le prendre, mais lui mettre à disposition dans un seau à côté d'un seau d'eau sans électrolyte, pour lui laisser l'opportunité de le prendre ou de ne pas le prendre, c'est ça? C'est ça, si on ne veut pas faire de bêtises, il ne faut pas dissocier les électrolytes de l'eau idéalement. Alors après, outre la ration, parce qu'un cheval qui mange une ration va boire derrière, donc voilà. Donc ça c'est important, donc ça c'est la récupération. La protection musculaire avec les antioxydants, donc vitamine E, sélénium. La vitamine E, on y gagne à apporter une forme naturelle, alors qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est biologiquement plus active. Et ça c'est démontré dans les études. On gagne clairement sur la souplesse au niveau locomoteur, l'amplitude des foulées. Il y a une étude qui a été publiée fin 2020 qui est intéressante à ce sujet, qui limite. L'étude montrait également que ça limitait l'augmentation des enzymes musculaires. Enfin, voilà, donc l'intérêt de la vitamine naturelle. On peut avoir d'autres antioxydants, mais qu'on peut retrouver dans nos aliments plus haut de gamme. Mais globalement, c'est quand même sélénium, vitamine E, éventuellement vitamine C. Nous, on la pense sous forme protégée dans les aliments parce que souvent on les détruite, qui permet de recycler la vitamine E. Et après, on a d'autres catégories d'antioxydants, mais ça, c'est pour la partie musculaire, donc électrolytes, eau, antioxydants. Et puis après, avant le transport, on peut apporter pour le confort gastrique du gastrique gel, juste avant de monter dans le transport, enfin dans l'heure qui précède. Pour tous les chevaux ou vraiment ce sujet aux ulcères ou après, non, moi je dirais pour tous les chevaux. C'est une question de distance aussi. C'est sûr que si on met le cheval dans le vent pour 30 minutes, il faut rester raisonnable. Je ne pense pas que ce soit très pertinent de le faire. Maintenant, si on part pour 3-4 heures de route, sachant qu'il est possible que le cheval se retrouve avec l'estomac vide, ou en tout cas partiellement vide à la fin du transport, ça peut être intéressant avant le transport ou à mi-distance de lui apporter du gastrique gel. Souvent, on le met avant. Faire comme un pansement gastrique. Oui, voilà, c'est un pansement. Ça va venir tapisser la muqueuse et donc protéger l'estomac du cheval. Donc voilà, et puis derrière, globalement, ça revient à ça. Et puis pour les chevaux qui ont des problèmes locomoteurs, etc., de manière plus large, on peut apporter des chondroprotecteurs. Il y a une étude qui a démontré, ça on en avait déjà parlé, que ça permettait d'espacer sur les chevaux sensibles et sujets à des problèmes locomoteurs, et bien les infiltrations par exemple. Donc ça peut être intéressant au long cours, en tout cas pendant la saison de compétition. Par exemple, pendant la saison de compétition, une période hivernale, des périodes un peu plus sensibles. Oui, période hivernale, c'est plutôt en général les vieux chevaux qui sont plutôt arthrosiques assez de manière sévère, modérée sévère. Pour les chevaux de compétition, oui, clairement, le faire ponctuellement, ça n'a aucun intérêt de mon point de vue. En tout cas, les études montrent que ça n'a pas forcément d'intérêt, c'est que j'ai eu en tout cas. Par contre, oui, pendant la saison de compétition, leur apporter des chondroprotecteurs, ça peut être intéressant. On a effectivement plusieurs études qui l'illustrent et sur les chevaux, bien sûr de manière ciblée. À la ration habituelle. Oui, exactement. Ok. Et tu recommandes de commencer à peu près combien de temps avant le début de la période En général, quand on démarre la phase de travail, on veut faire des compétitions, on y va progressivement. Donc on peut démarrer au moment finalement où on décide d'en mettre le cheval au boulot. Il n'y a pas d'intérêt à le faire au repos. Voilà, donc sachant que dans le premier mois, en général, les chevaux partent rarement sur des épreuves et faire des parcours. En général, c'est plutôt un travail de plat, etc., mise en route tranquille, après une phase de repos. Donc c'est l'occasion, en fonction des sensibilités de chaque cheval, d'apporter tel ou tel supplément, mais encore une fois de manière ciblée. Moi, je suis pas pour arroser tous les chevaux de suppléments. Il faut vraiment l'intérêt du supplément, c'est
Exactement. C'est de couvrir les besoins qui ne le sont pas par l'aliment. Or, en général, pour la majorité des chevaux, les besoins le sont via l'aliment. Alors, je mets de côté l'oligovite, etc. Pour moi, l'oligovite, c'est un peu comme l'huile. C'est une question de quantité de ration, sachant que les apports en oligovitamines sont calculés quand on formule les aliments pour une quantité d'aliments moyenne de 3 kg, de l'ordre de 3-4 kg. Donc, il est clair, si on donne moins de 3 kg à son cheval, entre 1 2 kg, voire moins, voilà, l'intérêt d'apporter de l'oligovite est du coup clair. Mais ça, c'est complètement, pour moi, c'est pas vraiment un supplément, quoi. C'est le prolongement de l'alimentation. Après, Voilà. tous les suppléments nutritionnels que sont, par Ouais, exemple, la vitamine E, le sélénium, les chondroprotecteurs, ça va vraiment permettre de venir répondre à des besoins spécifiques en fonction et du cheval et de la c'est période ça. de l'activité. Il faut que ça reste pertinent, donc pour ça, il faut bien cibler son supplément. Et puis, moi, j'aime pas dépasser 3 suppléments par cheval, quoi. Alors après, les électrolytes, de manière ponctuelle, ça en compte pas trop, mais je veux dire, mettre un cheval en permanence pendant qu'il est en compétition sur 4 suppléments ou 5 suppléments, au bout d'un moment, ça perd son sens, quoi. Voilà. Ok. Juste une dernière question, la personne sur Facebook qui demandait tout à l'heure comment un cheval qui avait été arrêté 2 mois, comment l'aider avec la reprise du travail à reprendre un petit peu de masse musculaire. Alors là, je ne sais pas quelle est la ration du cheval, s'il en a une ou pas. Donc peut-être qu'on pourra regarder ça plus en détail après, mais la personne redemandait quelle quantité de myostimule à donner par jour, sachant que le cheval toise 1,70 m. Ça va dépendre peut-être de sa ration actuelle ou Ouais. je peux déjà... Alors, après, en général, on part sur 2 gobelets. Mais après, moi, je vais être honnête. Voilà, le myostimule, moi, j'ai pas pour habitude de le donner comme ça, en plus du foin. Pour moi, le myostimule, c'est sur un aliment. C'est vraiment un supplément nutritionnel qu'on apporte. Voilà, donc là, il faudrait voir C'est pour déjà ce une cheval. source autre de Ouais, c'est clair. protéines ou une ration. Exactement. Pour moi, on vient finalement renforcer. Je vous expliquais tout à l'heure que pour les chevaux qui avaient des problèmes justement de musculature dorsale ou qui recevaient un foin qui était pauvre en protéines, mais que les chevaux étaient très bien d'un point de vue musculaire, eh bien, on pouvait diviser la ration, en tout cas apporter 50% de la ration sous forme de breeding, qui est un aliment qui fait 16% de protéines. Le but étant d'augmenter les apports en protéines. Bon, l'autre option serait de garder la ration 100% adulte, par exemple, et d'apporter du myostimule. Maintenant, apporter du myostimule seul, moi j'ai un peu de mal, voilà, aussi bien pour le propriétaire, aussi bien d'un point de vue financier que même d'un point de vue logique. Moi j'aime bien commencer par le départ, par le commencement. Voilà, donc est-ce que le cheval a besoin uniquement de protéines en plus de son foin ou d'énergie également? Auquel cas, là, on va apporter un aliment déjà classique, parce qu'un aliment classique, il apporte quand même des protéines. Ouais. Et si vraiment il a besoin de plus de protéines que d'énergie, et bien là, après, voilà, soit on lui met une petite base de breeding, par exemple, soit on lui met du céréal Le free. céréal free, dont tu parlais tout à l'heure, Voilà, donc qui va apporter exactement. 8 éléments, C'est vitamines, ça. protéines et fibres, mais pas d'énergie Exactement. en plus. Donc un cheval qui Non. a tendance à être trop en état, ça va pas le faire grossir. Ça va juste l'aider Voilà. à développer À sa masse apporter. un petit peu. Si... Exactement. À renforcer les apports. Et en plus de ça, on aura des oligo-éléments des vitamines, puisque si vous ne mettez que du myostimule, idéalement, il faut remettre de l'oligoïde. Donc, vous vous Ouais. retrouvez déjà avec 2 suppléments. Donc, le cheval, au final, il mange des suppléments, quoi. Alors, vous pouvez mettre des fibres et ce que vous voulez avec, mais moi, personnellement, j'aime pas partir comme ça d'emblée sur du myostimule. Alors Je ce préfère, cheval-là, voilà. du coup, je te coupe, on vient d'avoir Oui. un retour. Il a du foin et un granulé de compétition. Je ne sais pas lequel, Ah du oui, coup, donc là, c'est différent. mais il a Là, c'est déjà une différent. ration d'aliments. Alors voilà, soit on se dit, bon, ok, l'aliment, je ne le change pas, je mets du myostimule. Soit on se dit, bon, est-ce que l'aliment que je donne apporte une protéine de qualité? Oui, non. En quantité suffisante? Oui, non. Et donc après, on voit, soit on apporte du myostimule pour finalement rehausser les apports en protéines de cet aliment, soit on change d'aliment pour un aliment, ça peut être un breeding, ça peut être autre chose. Mais il est clair que s'il y a un aliment déjà en base, on va plutôt, que la quantité est de 2-3 kg, on va exclure le céréal free. Donc là, on ira plutôt sur du breeding, 2-3 kg, ou alors, voilà, en fonction de la ration, on ajuste, quoi. Ça, c'est au cas par cas, au cas où on pourra répondre à ce monsieur. Voilà, on pourra regarder en détail et redonner Hein. la quantité en fonction si la ration reste telle quelle. Ça marche. Est-ce que tu veux parler rapidement du cas du jeune cheval futur athlète pour terminer? Oui, on peut, effectivement, ça c'est une question qu'on a quand même assez souvent, surtout là avec les cycles classiques Ouais, de Fontainebleau, les 4, 5, 6 ans. c'est Euh, terminé. ouais, exactement. Donc voilà, après c'est vrai que bon, en général, le breeding, on peut le pousser chez le cheval de sport, hein, jusqu'à 3 ans sans problème, voire même durant la quatrième année, hein. Ça va dépendre des chevaux. Si on a un grand cheval plutôt osseux qui a du mal à se tenir en état, et notamment au niveau musculaire,
On peut tout à fait le garder sur du breeding dès lors que la ration ne dépasse pas 6 litres, 4 kg par jour. Quand on commence à aller sur du 5 kg, moi je me dis qu'il faut peut-être revoir un peu tout, là. Revoir le fourrage, il y a peut-être quelque chose qui coince ailleurs. La quantité de foin, la qualité du foin ou autre. Mais ça, c'est tout à fait jouable. Donc, c'est bien, il faut bien appréhender et bien évaluer finalement la morphologie du cheval. Si c'est une petite jument plutôt un peu ronde, un peu bouboule, clairement, on va tout de suite, à 4 ans, on peut tout à fait passer sur un aliment du type adulte, par exemple, il n'y a aucun problème. Un adulte, oui. Exactement, ouais. Après, il faut bien savoir, les chevaux de sport par rapport aux chevaux de course, moi, je fais quand même une petite différence. Alors après, pour les puristes qui font CSO, dressage ou autre, on pourra encore rentrer dans les détails, même si ça reste pour moi de la pratique. Hein. Je n'ai pas d'études qui vous disent voilà, le jeune de dressage versus le jeune de CSO, mais en tout cas, pour les chevaux de sport, en général, le travail n'est pas suffisamment soutenu pour que les chevaux finalement se stoppent réellement dans leur croissance, en tout cas de manière aussi claire et nette qu'avec les chevaux de course. Les chevaux de course, quand ils sont vraiment mis au travail, au débourrage pour entraînement, surtout les trotteurs par exemple, je pense à eux, ou les chevaux d'obstacle, de steeplechasing, il est clair qu'on a souvent des chevaux qui arrêtent leur croissance et dans ce cas, quand la charge de travail est trop importante, eh bien, on part sur un aliment directement adulte. Et durant la phase de repos, puisque souvent ces chevaux-là, on va les arrêter quand ce sont des chevaux qui sont en croissance, et là on repasse sur un aliment plus protéiné, donc type breeding. Chez le cheval de sport, on peut maintenir le breeding, même durant la phase de travail, dès lors que les séances sont... Alors je sais que ça peut quand même être... La phase éducative chez le jeune cheval qui fait du CSO peut être quand même soutenue, hein, parce qu'il va vraiment commencer à enchaîner des obstacles, etc. Donc là, on va apprécier en fonction de chaque cheval, mais voilà, pas de contre-indication sur un grand cheval par exemple, apporter du breeding jusqu'à la fin d'année de 4 ans. Il y a pas de... Si le foin est tout à fait normal, hein, je ne parle pas d'un foin de luzerne, en tout cas un foin qui est protéiné, très protéiné en plus, mais sur un foin de prairie classique, ça se voit tout à fait. Hein. C'est un grand modèle un peu tardif et tant que la charge de travail reste raisonnable, on peut rester sur l'aliment breeding. Et après, en fonction de sa future activité et aussi de la qualité du fourrage, adulte ou adulte énergie, comme tu disais tout à l'heure. Mais souvent, moi, je passe sur l'adulte parce que honnêtement, alors sauf vraiment quand on est sur des chevaux, Grand Prix haute, là, on ne se pose même pas la question, c'est adulte énergie. Mais c'est vrai que certains cavaliers vont me dire, effectivement, la différence entre l'adulte et l'adulte énergie est flagrante pour mes chevaux, pour mon cheval ou mes chevaux. Voilà, moi je les laisse à l'adulte parce que je sens que dans la sensation, je les ai mieux avec l'adulte, ou vice-versa, mes chevaux sont trop mous avec l'adulte, moi je préfère l'adulte énergie. Mais il vaut mieux commencer avec l'adulte et si ça ne suffit pas pour le cheval, passer sur l'adulte énergie plutôt que l'inverse. C'est ça, tout en vérifiant qu'on a, l'adulte fait 11 de protéines, si je dis pas de bêtises, ou 10 ou 11, mais en tout cas, il faut bien vérifier que les apports protéiques du foin sont corrects. Quoi. Parce que si on est sur un foin qui est catastrophique à 6 de protéines plus de l'adulte, il est clair que là, on pourrait, pour les plus grands chevaux, avoir des problèmes, notamment au niveau du dos qui apparaissent, enfin, des problèmes de musculature qui apparaissent au fil des mois et de la mise au travail. Alors que les chevaux, alors qu'on les travaille, etc. Si en plus ils ont mal au dos, ça peut s'accentuer, parce qu'un cheval qui a mal au dos, il mobilise moins bien son dos. Et, ça peut accentuer le phénomène. Quoi. Voilà. Ok, c'est super clair. Tu veux ajouter quelque chose ou si on peut juste répondre à une toute dernière question d'Alix, qui a un cheval de sport et qui se retrouve, elle dit brutalement à l'arrêt, donc je pense qu'il a dû se blesser. Comment adapter son alimentation? Et sa question exacte, c'est comment limiter les fontes musculaires? Et puis après, exactement. La problématique sur un cheval qui a arrêté brusquement parce qu'il s'est blessé, par exemple, qui est confiné là pour le coup au box pendant 2 mois, 3 mois, si par exemple il a une frisse ou une fracture. Là, clairement, la problématique, c'est de ne pas apporter trop d'énergie rapide, en tout cas sous forme de céréales, notamment parce qu'autrement on risque de rendre le cheval un petit peu nerveux et puis avec trop d'énergie finalement, tout en maintenant des apports protéiques suffisants. Et donc là, si on a un cheval qui a tendance à se maintenir en état tout juste limite. Moi, dans ces cas-là, je conseille de partir plutôt sur un breeding 2 à 3 litres par jour, par exemple. Ça peut suffire si le foin est un foin de prairie. Ça permettra d'apporter des protéines de manière plus importante qu'avec de l'adulte, par exemple. Et donc dans une ration, dans une quantité similaire. Si vraiment le cheval a plutôt tendance à être en surpoids, genre je pense à un poney, par exemple. Il y a des poneys qui vont être arrêtés pour des problèmes locomoteurs, qui se maintiennent très très bien en état avec du foin. Bon, voilà, si on a des poneys qui ont tendance par contre à perdre du dos, ou si le cheval d'Alix se maintient très bien en état, mais a juste des problèmes au niveau musculature, et bien dans ce cas, là on peut aller sur un céréal free tout simple, par exemple. Sur un céréal free, on apporte 2 litres, 3 litres. Ce sera entre guillemets moins échauffant qu'un aliment à base de céréales, puisque l'indice glycémique, si on rentre dans les détails, est moins important. Donc voilà. Donc ça peut être ça. Breeding ou céréal free.
ça peut être bien si le cheval a du mal à se maintenir au niveau musculaire. Ok, super. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là tant qu'on a encore de la connexion. Merci Cyril pour ton temps. Ça rien. Merci beaucoup à tous pour votre patience et votre présence. On fera un petit podcast avec Cyril pour reprendre rapidement quelques grandes questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va toutes les reprendre et puis on vous répondra au cas par cas. Voilà. Super, Merci merci Chloé. Cyril. De rien, Passez une bonne bonne soirée à toi. soirée. Bonne soirée à Merci. tous. Bonne soirée, au revoir.